Imaginez être un univers colossal, étincelant de sequins et de plumes immaculées, sous les hurlements assourdissants de millions de fans en délire, alors qu'au fond de vous, un secret asphyxiant menace à chaque instant de vous détruire. À 80 ans, l'icône incontestée, la reine suprême de la Motown, Diana Ross a finalement laissé glisser le masque, révélant la chair à vivre sous le glamour inaltérable. Avez-vous déjà scruté le regard d'une légende vivante pour y déceler les fractures méticuleusement dissimulées derrière un sourire de porcelaine? Pendant plus d'un demi-siècle, nous avons chuchoté, nous avons supposé, nous avons enquêté dans l'ombre de son éclat inéclatant. Des rumeurs de trahisons impitoyables, d'amours interdites, scellées dans les couloirs feutrés de l'industrie musicale, d'une maternité cachée sous les projecteurs les plus aveuglants de la planète et d'un lien d'une profondeur presque mystique avec le roi de la pop en personne, Michael Jackson. Aujourd'hui, alors que les bougies de son 80e anniversaire ont fini de se consumer, le voile se lève de manière irrévocable. Ce que nous soupçonnions tous dans nos conversations à voix basse n'était en réalité que la pointe émergée d'un iceberg aux proportions tragiques et grandioses. Préparez-vous à plonger, sans filet de sécurité, dans l'abîme fascinant d'une existence où la gloire a tragiquement servi de pansement aux blessures les plus indélébiles de l'âme humaine. Ne vous méprenez pas, l'histoire que vous vous apprêtez à entendre n'est pas un simple conte de fées hollywoodien. C'est un thriller psychologique, une tragédie grecque moderne où l'ambition dévorante rencontre la vulnérabilité la plus pure. Remontons le temps, bien avant les limousines kilométriques et les diamants taillés sur mesure, dans les rues rudes et implacables de Detroit, au cœur des projets de logements sociaux de Brewster Douglas. C'est dans ce décor de briques et d'espoir brisé que Diane Ernestine Earl Ross, une jeune fille frêle mais habitée par une faim de réussite insatiable, a commencé à forger l'armure de titane qui allait la protéger du monde extérieur. Comment une adolescente issue de la classe ouvrière parvient-elle à plier l'univers entier à sa volonté? La réponse réside dans une cruauté nécessaire, une froideur calculée que l'industrie de la musique exige de ses futures déesses pour survivre à la machine. Lorsque les Primettes se transforment en The Supremes, le monde assiste à l'ascension fulgurante de jeunes femmes noires dans une Amérique profondément ségrégée, devenant du jour au lendemain le visage de la grâce, de l'élégance et du succès mondial. Mais derrière les harmonies veloutées, les chorégraphies impeccables et les robes parfaitement assorties, une guerre froide psychologique d'une intensité terrifiante se jouait dans les coulisses. Diana Ross n'était pas seulement la chanteuse principale, elle était le soleil incandescent autour duquel les autres devaient graviter ou accepter de brûler avec elle. Nous avons tous entendu les histoires déchirantes de Florence Ballard, la voix originale, puissante, l'âme brute et indomptable du groupe, lentement évincée, effacée des photographies, poussée vers la sortie jusqu'à mourir tragiquement dans la misère et l'anonymat à seulement 32 ans. Pendant des décennies, le public a pointé un doigt accusatoire vers Diana, la qualifiant de monstre d'égoïsme, de diva froide et calculatrice ayant sacrifié sa propre sœur de cœur sur l'autel de son ambition démesurée. Mais ce que Diana admet implicitement aujourd'hui dans le crépuscule sage et silencieux de sa vie, c'est la terreur absolue et paralysante qui dictait le moindre acte de ses êtres. L'industrie musicale des années 60 était un champ de mine, dominé et contrôlé par des hommes de pouvoir redoutables. Et pour survivre, pour ne pas être recraché comme tant d'autres étoiles éphémères, il fallait être absolument impitoyable. Elle savait qu'elle ne pouvait pas sauver Florence sans se noyer avec elle dans les eaux troubles de l'oubli. C'est le fardeau silencieux du survivant, un trauma culpable rongeant, dissimulé sous des dizaines de couches de maquillage théâtral et des sourires éclatants lors d'interviews télévisées où le mot tragédie était formellement banni, profit du triomphe. Mais si la trahison professionnelle était le lourd tribut à payer pour la gloire éternelle, les compromis personnels allaient se révéler encore plus dévastateurs pour son équilibre psychologique. Au cœur de cette formidable machine à succès nommée Motown était un homme d'une puissance absolue, un visionnaire aux méthodes implacables. Berry Gordy, leur relation n'était pas simplement une collaboration professionnelle entre un producteur de génie et sa muse adorée, c'était un tourbillon destructeur d'amour, de domination mentale, de manipulation stratégique et de passion ardente. Avez-vous une seule idée de ce que cela signifie d'être éperdument amoureux de l'homme qui détient littéralement les clés de votre destin, celui qui peut faire de vous une déesse vénérée ou vous réduire au silence total d'un simple claquement de doigts?
Leur liaison charnelle et intellectuelle était le secret de Polichinelle le plus toxique et le plus étouffant de l'industrie musicale de l'époque. Et de cette passion clandestine est née une vérité si explosive qu'elle devait être enterrée vive coûte que coûte. Un enfant. Imaginez un instant la scène, digne du scénario dramatique le plus machiavélique d'Hollywood. Diana, secrètement enceinte de l'homme le plus puissant de la musique noire américaine, épouse précipitamment le manager musical Robert Silverstein, un acte purement calculé pour sauver les apparences et faire endosser la paternité de sa première fille, Rhonda Silverstein. Pendant 13 longues et interminables années, Diana a porté ce secret monumental sur ses frêles épaules, souriant au flash des paparazzi, jouant la comédie de la famille parfaite, tout en sachant intimement que le sang qui coulait dans les veines de son premier enfant appartenait au magnat omnipotent qui orchestrait chaque note, chaque silence de sa carrière. Le poids d'un tel mensonge colossal est capable de briser l'esprit le plus fort. Quand Rhonda finalement apprit la vérité foudroyante à l'aube de son adolescence, le choc au sein de la famille a été séismique. Ce que nous soupçonnions tous, cette emprise tyrannique et presque étouffante de Gordy sur la vie intime de Ross, s'est révélé être une prison dorée dont elle était à la fois la captive volontaire, séduite par le sommet, et la gardienne tourmentée. Elle a dû scinder son âme en deux parties inconciliables, la femme vulnérable qui aspirait désespérément à une famille normale et honnête, et l'icône corporative intraitable nommée Diana Ross qui se devait de rester intouchable et parfaite à chaque seconde de son existence. Et comme si ce gigantesque réseau de secrets étouffants n'était pas suffisamment dense, de récentes révélations inattendues sont venues fracasser la fausse image de la diva de glace insensible. Smokey Robinson, autre légende vivante et indéboulonnable de la Motown, a récemment brisé plusieurs décennies d'un silence respectueux en confessant ouvertement avoir entretenu une liaison passionnelle d'1 an avec Diana, alors même qu'il était marié à son épouse Claudette. Pourquoi cette révélation tardive est-elle si cruciale pour comprendre l'énigme de ses 80 ans ? Parce qu'elle détruit instantanément la caricature de la femme machiavélique, obsédée uniquement par sa propre gloire, que la presse à scandale a toujours cherché à nous vendre. Cette romance ardente et cachée dans les ombres des studios d'enregistrement nous montre au contraire une Diana perdue, étouffée par la machine, cherchant désespérément un refuge, de l'affection véritable et du réconfort auprès de l'un des très rares hommes capables de comprendre la pression insensée et destructrice de leur environnement survolté. Mais ce qui est encore plus stupéfiant dans cette affaire, c'est la véritable raison pour laquelle cette liaison passionnée a finalement pris fin. Ce n'est pas la diva capricieuse qui, par ennui, s'est lassée de son amant, c'est la jeune femme dotée d'une conscience morale foudroyante et tourmentée par la culpabilité qui a mis un terme définitif à leur idylle secrète, incapable de supporter plus longtemps l'idée de briser le cœur et le mariage de Claudette. Pouvez-vous seulement concevoir le vertige d'un tel paradoxe? La femme publiquement accusée d'avoir marché sans vergogne sur ses propres amis pour atteindre les plus hauts sommets est exactement la même qui a silencieusement sacrifié son propre cœur, ravalé ses larmes et étouffé ses sentiments pour préserver la paix et l'union d'une autre femme. Cette dualité troublante, cette guerre interne incessante entre le monstre sacré, exigeant et autoritaire d'un côté, et l'être humain fragile, compatissant et moral de l'autre, est la véritable clé permettant de décrypter le comportement jugé erratique, parfois dictatorial, qui a alimenté les gros titres de la presse tout au long de sa carrière. L'enchevêtrement des relations était tel que les rumeurs les plus folles sont même été jusqu'à insinuer de manière totalement absurde que Smokey et Diana étaient les véritables parents biologiques de Michael Jackson, tant les liens affectifs au sein de cette cour royale fermée de la Motown étaient intenses, incestueux et enveloppés d'un mystère perpétuel. Et en parlant de Michael Jackson, c'est précisément ici que l'histoire plonge vertigineusement dans les abysses de mélancolie absolue et d'un amour transcendant. Quel était donc ce fil invisible, inaltérable, puissant comme de l'acier templé, qui reliait de manière si unique la reine suprême au futur roi de la pop? Ce n'était pas une simple amitié de showbiz fabriquée de toutes pièces par des attachés de presse, c'était une connexion spirituelle, d'âme à âme, née de la reconnaissance mutuelle et poignante de deux enfants littéralement volés par le monstre de la gloire. Michael, avec ses propres blessures béantes, voyait en Diana tout ce qu'il n'avait jamais véritablement eu, une figure maternelle inconditionnellement protectrice, une muse artistique inaccessible et un idéal de grâce absolue.
Elle l'a présenté au monde, elle a délicatement façonné sa perception naissante du star system féroce, et en retour, il lui a voué un culte personnel qui frisait à une obsession aveugle et majestueuse. Avez-vous jamais pris le temps d'analyser les regards furtifs qu'ils échangeaient sous les feux croisés des projecteurs? Il y avait là une intensité brûlante qui mettait le spectateur presque mal à l'aise, une compréhension télépathique et silencieuse des cicatrices indélébiles que laisse inévitablement l'adoration écrasante d'un public insatiable. Quand Michael Jackson est décédé tragiquement en 2009, l'ouverture de son dernier testament a provoqué une véritable onde de choc à travers la planète entière. S'il devait par malheur arriver quoi que ce soit à sa propre mère, Catherine, à qui confiait-il solennellement la chair de sa chair, ses 3 enfants adorés qu'il avait tant protégés des regards du monde? À Diana Ross, pas à ses propres frères, avec qui il avait partagé la scène, pas à ses sœurs de sang, pas à ses amis milliardaires influents, à Diana. Ce choix d'une magnitude incroyable n'était pas un simple geste d'affection posthume, c'était une reconnaissance poignante et déchirante du fait que elle seule savait comment élever des âmes innocentes dans le cyclone destructeur de la célébrité mondiale, sans qu'il n'en soit irrémédiablement broyé. Elle savait exactement ce que cela coûtait en termes de sacrifice humain. Mais ce testament soulignait avec une cruauté inouïe la terrible solitude de Michael, un monarque isolé dans sa tour d'ivoire que ne faisait au final confiance qu'à la seule femme ayant survécu par sa propre force à la même machine infernale conçue pour broyer les esprits. Le silence adourdissant de Diana lors de la sortie de documentaires sensationnalistes ou de biopics récents sur Michael, qu'elle refuse catégoriquement de visionner, n'est en aucun cas une marque d'indifférence cruelle. C'est bien au contraire le refus farouche digne d'une gardienne du temple sacré de voir la gigantesque machine d'Hollywood s'emparer et réécrire une vérité intime, une histoire qu'elle a viscéralement vécue dans sa propre chair, avec ses propres larmes chaudes, ses éclats de rire disparus et ses tragédies inavouables. Saviez-vous que pendant que l'icône mondiale irradiait majestueusement sur toutes les scènes internationales, des drames personnels d'une noirceur insoutenable se jouaient implacablement dans l'ombre de sa vie privée? L'assassinat brutal et sauvage de son propre frère cadet, Arthur T-Boy Ross, retrouvé horriblement suffoqué et assassiné avec sa femme dans un sous-sol abandonné de la ville de Détroit en 1996, est une tragédie macabre qui a littéralement pulvérisé les fondations de son univers. Comment fait-on pour trouver la force de monter sur une scène illuminée, d'aborder le sourire le plus radieux d'Amérique et de chanter l'amour éternel à plein poumon quand votre propre sang a été violemment versé et souillé dans les rues misérables qui ont vu naître votre légende? Et que dire de l'effondrement extrêmement public et humiliant de son mariage prétendument conte de fées avec le milliardaire norvégien Arne Næss Jr. Imaginez une seconde l'humiliation viscérale, la brûlure de la trahison, d'apprendre que l'homme que vous considériez sincèrement comme le roc inébranlable de votre existence, l'amour pacifié de votre vie mature, vous quitte brutalement en le découvrant par le biais d'une déclaration en direct à la télévision nationale. L'indécence de cette révélation, jetée impitoyablement en pâture à des centaines de millions de téléspectateurs affamés de scandale, aurait instantanément poussé n'importe quel esprit humain au fond du gouffre. Aucune armure, aussi brillante soit-elle, ne peut résister éternellement aux assauts répétés de la douleur, de la trahison, du deuil et de la pression d'un public qui exige la perfection absolue. Même les déesses intouchables de la musique doivent un jour ou l'autre affronter la lourdeur de la gravité. Le point de rupture inévitable, le moment précis où le monde entier a vu avec effroi le piédestal de marbre se fissurer de part en part, a eu lieu dans la froideur cinglante d'une nuit de décembre 2002. Imaginez cette scène de désolation. Tucson, dans l'état aride de l'Arizona, une voiture de luxe qui zigzague dangereusement sur une route déserte, des gyrophares de police qui déchirent l'obscurité, et au volant, la légendaire Diana Ross, totalement désorientée, incapable de marcher en ligne droite, affichant un taux d'alcoolémie 2 fois supérieur à la limite d'alcool légal autorisée. La photo d'identité judiciaire qui a suivi, ce tristement célèbre mugshot qui a inondé les écrans du monde entier à la vitesse de l'éclair, a été un véritable traumatisme culturel pour ces millions de fans. La reine semblait définitivement déchue, les cheveux ébouriffés, le regard incroyablement vide et vulnérable, dépouillé en un instant de tous ses artifices protecteurs. Pour la presse à scandale, c'était un festin sanglant inespéré. Pour le public désabusé, c'était la confirmation cynique que la fortune colossale et la gloire mondiale n'achetaient ni la paix de l'esprit, ni une quelconque invulnérabilité.
Mais pour Diana elle-même, cette immense humiliation publique a été le prix brutal, terrifiant et absolument nécessaire pour survivre à ses propres démons rongeurs. Le séjour discret en cure de désintoxication qui a immédiatement suivi n'était pas seulement une tentative désespérée de soigner une vulgaire dépendance chimique, c'était l'exorcisme douloureux de plus de 40 décennies des stress post-traumatiques liés à une existence passée exclusivement sous l'œil microscopique et impitoyable d'un public qui ne lui pardonnait absolument pas un faux pas, aucune faiblesse. Aujourd'hui, alors que le cap immensément symbolique des 80 ans a été franchi lors de célébrations opulentes, où elle est apparue majestueuse, entourée avec ferveur de toute sa tribu, de ses enfants Evan, Tracy Ellis et de la vaste dynastie qu'elle a bâtie à la force de ses propres poignets, le ton a profondément changé. Il n'y a fondamentalement plus rien à prouver à qui que ce soit. Les records historiques de vente de disques sont gravés pour l'éternité dans le marbre de l'histoire musicale. Les critiques acerbes des journalistes d'autrefois sont enterrées depuis bien longtemps sous les applaudissements intergénérationnels. Et c'est précisément dans cette quiétude inattendue, dans la sagesse du crépuscule d'une vie hors norme, que l'Ave final, celui que nous attendions tous sans oser y croire, prend sa forme la plus pure, la plus authentique et la plus dévastatrice. Diana Ross admet, par ses silences désormais brisés, par ses regards introspectifs et ses rétrospectives pleines d'une bouleversante humilité, que la figure écrasante de la diva capricieuse était de bout en bout une construction, un bouclier en titane pur, forgé dans le sang, la sueur et les larmes, pour protéger désespérément une petite fille terrorisée de Détroit, propulsée trop tôt dans une arène de fauves. Elle admet à demi-mot que chaque robe flamboyante à paillettes, chaque exigence extravagante imposée dans l'ombre des coulisses, chaque regard hautain lancé à un journaliste trop inquisiteur n'était au fond qu'une manœuvre défensive vitale pour ne pas se laisser dévorer toute crue par des hommes de pouvoir qui ne voyaient en majorité que d'un simple produit infiniment lucratif. Ce que nous soupçonnions tous pendant toutes ces décennies, son arrogance que l'on disait froidement calculée, ses manipulations amoureuses complexes, sa main de fer dans un élégant gant de velours, n'était rien d'autre qu'un instinct de survie primaire porté à son apoxymum absolu. La veille ultime de Diana Ross à l'aube de ses 80 ans n'est pas un secret sordide vulgairement balancé dans un talk-show de l'après-midi pour regagner un peu d'attention médiatique. C'est l'acceptation poignante, magnifique et assumée de sa propre humanité faillible. C'est une immense réconciliation avec ses propres ombres. À travers l'élégance de sa présence actuelle, elle nous dit enfin avec la sagesse que seul le temps peut offrir « Oui, j'ai été impitoyable quand il le fallait. Oui, j'ai menti pour me protéger. Oui, j'ai manipulé l'échiquier. Et oui, j'ai souffert le martyre dans un silence absolu parce que c'était tout simplement la seule et unique façon de rester digne et debout pendant que le monde entier pariait sur ma chute et espérait secrètement me voir m'effondrer. » Derrière le mythe intouchable, la face cachée de Diana Ross est celle d'une femme prodigieuse, d'une résilience sidérante qui a volontairement sacrifié l'insouciance et la normalité de sa propre vie pour nous offrir généreusement l'éternité de sa voix de velours, tout en sachant pertinemment que le prix final à payer serait une solitude intérieure glaciale et vertigineuse que nous ne pourrons jamais, au grand jamais, concevoir dans sa totalité.